C'est un week-end de Coupe continentale, de Coupe d'Europe, de Champions Cup, de Challenge Cup sur Sud Radio jusqu'à dimanche après-midi. Alors ce soir, pas de match, mais on va en parler de ces grandes rencontres de Champions Cup et de Challenge Cup avec toute l'équipe Sud Radio. Salut Quentin Cavanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en ce vendredi soir. On est aussi avec Philippe Spanghero. Comment ça va Philippe ? Salut Alex, bonsoir à tous, ça va très bien. Ça va très bien, ça tombe bien. Comment va David Gérard ? Salut David. Salut à tous. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous pour parler du Stade Toulousain évidemment et aussi parler de la SM Clermont-Auvergne présente en demi-finale de la Challenge Cup. On est aussi avec Antoine Mazer et Clément Combe. Et puis vous au 0826 300 pour interagir avec nous et remporter des cadeaux. Ce soir on va être très généreux et pas seulement au 0826 300 mais aussi sur Instagram, sur la page Sud Radio Rugby, sur le compte Sud Radio Rugby. Allez-y tout de suite. Il y a un super lot du Stade Toulousain à gagner. Un maillot, un ballon et 2 places pour le classique Stade Toulousain, Stade Français Paris. Le match aura lieu dimanche prochain. Voilà, c'est Sud Radio qui offre. C'est un magnifique lot et c'est à gagner ce week-end sur le compte Sud Radio Rugby sur Instagram. Quentin Cavanis, on va revenir justement sur ce qui s'est passé cette semaine avant d'évoquer bien ce soir ce Stade Toulousain est-il favori pour le titre. Ça, ce sera le premier sujet qu'on va aborder avec vous. Et puis ensuite, on parlera de Clermont qui peut sauver sa saison avec la Challenge Cup. Et puis au milieu de tout ça, le Qatar. Oui, on va parler du Qatar dans le rugby. C'est vrai que c'est un mot nouveau, un pays nouveau impliqué dans le rugby mondial. Eh bien, le Qatar qui pourrait mettre 1 milliard sur la table. On en parle tout à l'heure avec Philippe Spanghero. Mais d'abord, les infos, Quentin Cavanis. C'est pas mal, 1 milliard. En tout cas, on va démarrer avec le 15 de Toulouse. On le connaît pour affronter les Harlequins dimanche. Une rencontre évidemment à suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Alors, le 15 de départ toulousain avec Baye, Movaca, Aldeguerri en première ligne. Deuxième ligne, Flamand, Meafou. Troisième ligne, Cross, Roumat, Willis. La charnière, Dupont, Ntamak. Sur les ailes, Lebel et Malia. Au centre, Aki et Coste. Et pour l'arrière, ce sera King Horde en titulaire, Ramos sur le banc, tout comme Marchand, Netty, Mercler, Arnold, Castro Ferreira, Graou et Choco Barès. Pour Clermont, en revanche, une mauvaise nouvelle pour sa demi-finale de Challenge Cup contre les Sharks demain. Raka sera absent, il est blessé au doigt et sa blessure s'est infectée. Une nouvelle de rugby à 7 et une bonne nouvelle concernant les équipes de France. Alexandre, l'équipe de France féminine a facilement disposé aujourd'hui du Japon et de l'Afrique du Sud lors de la phase de poule du tournoi de Singapour. Les garçons, eux, ont gagné 17-0 face aux Samoa et dans le deuxième match, ils jouaient l'Espagne et se sont imposés 17-12. On va continuer avec un homme qui rentre dans la légende, c'est TJ Perenara qui est devenu TJ, pardon, en plus on l'a dit 4 fois, TJ Perenara qui est devenu le meilleur marqueur de l'histoire du Super Rugby avec 63 unités. Il dépasse Julian Savea. Le rugbyman Romain Ntamak portera la flamme olympique le 17 mai. Ce sera à Toulouse. C'est ce qu'a annoncé mardi le conseil départemental de Haute-Garonne. Puis il va y avoir des arrivées. Alexandre en top 14 avec Jack Gordon qui va se diriger du côté de Perpignan normalement. Et puis il y a un homme qui devrait rejoindre le RCT. C'est Antoine Frisch qui devrait signer 4 ans avec le RCT, le joueur du Munster et futur sûrement international français. Et puis on termine avec Fabien Galtier qui a annoncé cette semaine qu'il était contre le carton rouge de 20 minutes. Alors, on va revenir justement sur le choix de l'info de nos consultants, Philippe Spanghero et David Gérard. Philippe, quelles news parmi celles choisies par Quentin, t'interpelle, te donne envie d'en discuter avec nous? Dans l'actualité, on va en parler dans quelques minutes, c'est la composition du Stade Toulousain qu'on attendait quand même. Alors non. Oui, mais c'est dans les news de Quentin, dans les news de la semaine. Parce que le Stade Toulousain, on va passer un bon quart d'heure dessus. Dans les news de Quentin, je garde le sujet de l'initiative du carton rouge à 20 minutes qui fait quand même très largement débat et je trouve qu'il y a des arguments qui se tiennent des deux côtés. C'est un sujet qui m'intéresse. Mais Fabien Galtier, il s'est exprimé quand même très clairement, il est totalement contre. Mais globalement, pas à la moitié. Fédération française de rugby est totalement contre. Ils sont tous alignés, que ce soit Fabien ou à la gouvernance. Pourtant, ça nous aurait parfois rendu service. Intéressant. Ouais, mais au niveau international, c'est quand même assez équilibré pour les pour et les contre. Toi, t'es contre. On prend trop de cartons, nous, en France. Toi, t'es contre, Philippe, ce carton de 20 minutes là? Non.
Non, Philippe, t'es pas contre? Non, je suis pas aussi affirmatif que les gens de la Fédération française. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Il y a eu plusieurs initiatives autour de ça, avec le carton jaune qui peut se transformer. Voilà, il y a des rouges qui posent question, qui amènent ces jaunes qui amènent potentiellement à prendre une décision de rouge. Dans certains cas, le rouge de 20 minutes aurait pu être une solution. Donc, de toute façon, on a besoin d'amener des sujets comme ça sur la table. Et en fait, on se rend compte que ce qui manque parfois, c'est le spectacle, les essais, etc. Et on essaie d'aérer le jeu. Et on se rend compte que ça s'aère souvent quand il y a une équipe qui a une infériorité numérique. Donc, des cartons rouges de 20 minutes, il pourrait y en avoir plus souvent. Et ce serait une solution pour libérer le jeu et amener ce spectacle qui nous a manqué parfois. Ouais, mais moi ça m'embête toujours un peu de troquer un petit peu la santé des joueurs et les bonnes attitudes à avoir pour finalement pas tant pénaliser une équipe que ça. 20 minutes, ça reste quand même assez faible en termes de pénalité. Mais bon, après, je comprends les arguments de tout le monde. David Gérard, quelle info tu choisis de mettre en lumière, toi, David, parmi les news de Quentin? La demi-finale de Clermont contre surtout le terrain qui est choisi. Alors, on t'a perdu, David. On va essayer de te retrouver. On t'a un petit peu perdu. On a des petits soucis de réseau avec toi, David. Dans un instant sur Sud Radio, on va vous faire gagner un maillot du Stade Toulousain et un ballon, du Stade Toulousain. Alors pour participer, c'est très simple. C'est le 0826 300 300. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. Et il va falloir trouver un joueur. Alors je vais vous donner quelques petites indications. C'est sur un format de qui je suis. Je suis né à Paris en 1997. Pourtant, on m'appelle le Belge. Vous essayerez de trouver. C'est un joueur du Stade Toulousain qu'il faut trouver. J'ai d'abord été formé chez les jeunes en Belgique, justement, à Waterloo, avant d'aller à Loughborough, en Angleterre, en université. Puis, c'est dans le rugby à 7 et dans le rugby à 15 que je commence au Wasps. Et aussi à Newman, c'est en Argentine. Je suis enfin arrivé au Stade Toulousain en 2020. Je suis aujourd'hui un titulaire indiscutable de cette équipe du Stade Toulousain et de l'équipe de France. J'ai 25 sélections depuis 2021. Si vous trouvez le joueur, c'est au 0826 300 300. Le premier appel remporte un maillot du Stade Toulousain et un ballon. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio qui vous offre des magnifiques cadeaux ce soir et notamment des maillots du Stade Toulousain, des ballons aussi du Stade Toulousain à gagner. Et j'avais lancé une sorte de qui je suis. Il fallait trouver quel était le joueur auquel je faisais référence, né à Paris, formé à Waterloo, à Loughborough, aux Wasps en Argentine, avant d'être désormais un joueur du Stade Toulousain et titulaire indiscutable de l'équipe de France. Et le joueur a été trouvé. Jouer, nous. On peut jouer. Non, tu peux pas jouer. Non, tu peux pas jouer, Philippe. Non, pardon, on peut gagner, nous Non plus. On peut gagner. Non. On va rejoindre tout de suite Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Stéphanie, vous nous appelez de Beau Soleil. Beau Soleil, vous voulez dire dans les Alpes-Maritimes ? Exactement. Ah, très joli coin de France, Stéphanie. Est-ce que vous avez une idée du joueur ? Est-ce que vous voulez tenter votre chance ? Allez, je vous écoute. Allez, je tente ma chance avec Thibaut Flamand. Ouais, c'est gagné, bravo Stéphanie. Ouais, c'est gagné. C'est gagné. Un maillot du Stade Toulousain et un ballon du Stade Toulousain, c'est gagné, c'est pour vous Stéphanie. Ah ben là, il y a mon fils en face de moi qui saute au plafond, qui est petit rugbyman U13 à Monaco et qui saute au plafond. Il est content comme tout. Super. C'est son équipe de cœur. Bon voilà, magnifique. Donc on est super contents. C'est lui qui m'a soufflé la réponse, donc parfait. Merci beaucoup à tous, c'est génial. Vous avez été très très vifs, tous les deux, vraiment extrêmement vifs pour trouver. Donc, Thibaut Flamand, restez bien au téléphone. Stéphanie, on va prendre toutes vos coordonnées pour vous envoyer ça le plus rapidement possible. Et on salue le fiston. On tient son prénom. Est-ce qu'on peut avoir son prénom ? Victor. Bon Victor, c'est gagné. C'est pour toi. Enfin, est-ce qu'il joue Victor ? Est-ce qu'il joue Victor ? Oui, à Monaco. Oui, pas écouté. À Monaco, elle vient de dire, Stéphanie. Oh là là, Philippe, il est pas dedans aujourd'hui. Super. C'est un bon club. Très bon club. Ah, merci. Très, très joli club. Merci non, mais c'est beaucoup. vrai. Il se développe hyper bien. Il y a des super dirigeants. Le président est un super mec et il y a un beau projet là-bas. Ça fait plaisir. On a du mal à voir Philippe Spanghero dire du mal de Monaco. Non, mais ça aurait été c'est surprenant. un super club. On n'est pas une terre de rugby, mais on se développe et on a une école de rugby qui est au top aussi.
Ah bah ça c'est super et bravo donc à vous Stéphanie et à Victor, on vous envoie ça le plus rapidement possible. Merci d'écouter Sud Radio, la radio du rugby. Alors on va parler du Stade Toulousain, voilà, c'était promis, on en parle avec les demi-finales de Champions Cup. La deuxième demi-finale aura lieu dimanche à 16h. Toulouse Harlequins, ce sera au Stadium avec Daniel Herrero, François Trio et Rémi Mességuet pour cette rencontre face aux Londoniens des Harlequins. Le Stade Toulousain est-il le favori pour le titre? Eh bien, on se pose la question avec vous au 0826 300 300. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir Alexandre, bonsoir Philippe, bonsoir Quentin et Bouna Dimenata David. Ah, salut. Merci. Molto mec. Ouais, très bien. J'ai une question qui me brûle les lèvres, messieurs. Oui. Est-ce qu'il faut avoir deux prénoms maintenant pour être consultant à Sud Radio? On avait Julien Thomas, David Gérard, qui sera le prochain, Julien Pierre, Yann David. Enfin, tant que c'est pas Émile Louis, moi ça me va. Hein. Peu importe. Oui. Ah oui, Philippe David peut-être. Même si on l'a mis de côté, Philippe David et Patrick Roger aussi on l'a mis de côté. Faut pas être gaze. Donc c'est ça fait beaucoup de doubles prénoms. Rémi André. Ah oui aussi. On va tous les faire. Hein. On peut tous les faire, mais il y en a plus que Laura ce que je pensais, dis donc. Oui, Laura Pierre, tout à fait. Laura Pierre, effectivement. C'est pas surprenant que tu penses à Laura Pierre, Antoine. Parlons donc de ce Stade Toulousain. Est-il le favori pour le titre, Vincent Despax, alors qu'Antoine Mazère est en train de décéder en studio, semble-t-il. Voilà, parfois parler, voilà, ça prend des risques. Est-ce que le Stade Toulousain est favori pour le titre, Vincent? Quel est ton avis? Tu as raison. Ben écoute, jusqu'à présent, le Stade Toulousain réalise un parcours parfait en Champions Cup, premier au classement général de toutes les équipes issues de la phase de poule, avec d'ailleurs une victoire sur le terrain d'Harlequins en décembre sur un score assez large de 17 à 49, ce qui du coup lui met dans le confort, on va dire, pour les matchs de phase finale, dans le sens où on reçoit tous nos adversaires jusqu'à la finale. On n'a pas une plus absence majeure à déplorer côté Rouge et Noir, d'après ce que j'ai entendu sur la composition, c'est quasiment l'équipe type. Je vais vous la redonner. Écoutons la composition, Vincent. En première ligne, Cyril Bay, Peato Movaca, Dorian Aldeguerri. La deuxième ligne, Thibaut Flamand, donc qui était le joueur à trouver, associé à Emmanuel Meafou. La troisième ligne, Cross, Willis autour de Roumat. La charnière Bay, Dupont Ntamak, bien sûr. Aux ailes, Lebel, Malia. Au centre, Aki et Coste. Paul Coste est titulaire. Et à l'arrière, Blair Kinghorn. Ce qui donne un banc, quand même, qui est hallucinant. Moi, je le trouve extraordinaire. Marchand, Netty, Merkler, Arnold, Castro Ferreira, Graout, Chocobares et Thomas Ramos sur le banc du Stade Toulousain. C'est vrai que quand on regarde la compo d'un côté, de l'autre côté l'histoire, David Gérard, 5 demi-finales sur les 5 dernières éditions et une seule avait eu lieu à domicile sur les 5 dernières demi-finales, c'était en 2021, champion, le Stade Toulousain en 2021. Il y a quand même des marqueurs qui annoncent que le Stade Toulousain fait partie des favoris. Mais est-il le grand favori, David ? Pour moi, cette année, il est le grand favori. Bien sûr, Leinster est dangereux. Bien sûr, Leinster est en train de un petit peu gruger tout le monde en envoyant une équipe B en Afrique du Sud jouer des matchs et en prenant 40 points alors que les joueurs cadres et les joueurs majeurs restent au pays et se reposent parce qu'en fait, eux, leur principal objectif, c'est cette Coupe d'Europe. Le Leinster reste le Leinster, mais le stade aujourd'hui est armé, est complètement armé. C'est-à-dire qu'hormis Gelon, qui est un blessé de longue durée, ils ont tous les joueurs majeurs qui sont là. Ils sont tous là. Même si oui, il y a Pierre-Louis Barassi qui fait une très bonne saison, qui peut revenir à un moment donné de blessure. On voit qu'à un moment donné, quand tu joues avec Aki et Coste, pour moi, c'est la paire de centres qui apporte le plus satisfaction depuis le début de l'année. Donc, il y a une certaine logique dans cette équipe. Et en fait, cette logique, elle est respectée jusqu'au bout. Et même la présence de Thomas Ramos sur le banc prouve la qualité de l'effectif global toulousain. Philippe Spanghero, comme dans une année de Coupe du Monde, dans une année où il y a eu beaucoup de doublons, il y a eu une année extrêmement longue, particulière en top 14. Arriver comme ça là, pour un match le 5 mai, avec un effectif quasiment au complet, c'est déjà une bénédiction pour le Stade Toulousain qui peut du coup se permettre de jouer sur les deux tableaux à 100%, ce qui est généralement ce que fait d'ailleurs le Stade Toulousain, Philippe. Ouais, c'est assez incroyable. C'est vrai que d'un point de vue du staff, je pense que cette saison, elle était appréhendée.
qui n'étaient pas sûrs de pouvoir assumer comme ça sur les deux tableaux. Mais il y a aussi ce travail de la formation, honnêtement, qui est assez exceptionnel. Je le dis souvent, mais il y a une relation entre les espoirs et l'équipe 1 au Stade Toulousain. Il y a une volonté de faire monter en compétence ces jeunes qui existe dans très peu de clubs finalement, à ce point. Les staffs sont partagés, il y a des entraînements spécifiques en commun, et ça amène quoi? Ça amène que cette année, le Stade Toulousain, j'ai mangé avec Virgile Lacombe à midi, on parlait de ça, 56 joueurs utilisés en top 14 cette année. Et quand on voit le Stade Toulousain qui est allé gagner à Clermont, au Racing, des 56 joueurs utilisés, c'est incroyable. Mais surtout, non mais 56 joueurs utilisés avec ce niveau moyen de performance. Et en fait, c'est ce qui explique que le Stade Toulousain puisse jouer à ce point sur les deux tableaux, parce que être allé gagner à Clermont et au Racing avec des équipes aussi remaniées, ben c'est des points qui assurent un peu le haut de tableau pour se permettre après de pouvoir penser pleinement à l'échéance de Champions Cup. Et donc voilà, la réussite du Stade Toulousain, elle passe par là. Je crois que ils ont un niveau moyen de leur jeunesse qui est exceptionnel. Honnêtement, je sais pas si on a déjà vu ça depuis que le top 14 existe. Utiliser 56 joueurs dans une saison et la saison n'est pas finie, c'est hallucinant. Après, je vais rajouter une stat, Philippe. 23 joueurs présents sur la feuille, 12 joueurs formés au club. Mais qui, aujourd'hui, peut se targuer d'avoir 12 joueurs formés au club depuis les gamins, alignés en équipe 1 sur une demi-finale de Coupe d'Europe? Alors, il y a toujours un sujet qui est intéressant, c'est de savoir à partir de quand commence la formation. Oui. Parce que c'est vrai que c'est toujours un débat en ce qui concerne Toulouse, parce que c'est vrai qu'on en parlait. Aujourd'hui, ce qui est exceptionnel au Stade Toulousain, c'est que il y a les fils d'eux, sans être péjoratif du tout, mais de plein de grands joueurs qui sont passés là. On a eu Damien Traille, qui disait que son fils joue en cadet. Il y a un petit qui s'appelle Jalina. Oui, non, mais il y a alors, même en dessous, il y a le petit. Il est encore en contrat espoir, je pense, non? Oui, mais là, il a signé pour 4 ans. Mais il y a le fils de Jalil Nardissi, qui était un grand joueur de Castres et d'Agen après, qui est a priori très prometteur. Et en fait, aujourd'hui, le problème pour les autres clubs, c'est que même s'ils ont plein de bons arguments, un gamin à 14-15 ans qui commence à émerger et chez qui on commence à avoir un gros potentiel, dès que Toulouse se met dessus, les autres, ils ont quasiment pas de place pour exister. Moi, je parlais avec des éducateurs. Il y a des gamins hyper talentueux qui sont venus passer des sélections avec les parents. Les parents ont dit, mais si vous le prenez, on arrête nos boulots, on déménage, on vient vivre à Toulouse à 15 ans. Waouh. Donc c'est pour ça que quand on parle de la formation toulousaine, c'est vrai qu'en général on commence à cadet, mais dès cadet, ils ont cette capacité à déjà avoir des gens un peu partout qui remontent les infos et les talents, mais dès que Toulouse se met sur un jeune, ils l'ont. Parce que les gamins, ils rêvent de jouer au Stade Toulousain. Et honnêtement, c'est très cruel pour les autres. Est-ce que tu te rappelles de Tonton l'a battu David, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on revienne sur quand même le sujet du jour. Le Stade Toulousain est-il favori pour le titre? Déjà, il y a un adversaire, Vincent. Oui. Il y a le Harlequins. Les Harlequins, quelle adversité ils vont représenter face au Stade Toulousain? Est-ce qu'on met où le curseur? Est-ce qu'on estime que les Harlequins vont être des faire-valoir du Stade Toulousain, vont être des outsiders? Quelle est la crainte qu'on a face à ces Londoniens qui ont éliminé déjà l'Union Bordeaux-Bègles? Vincent. Pardon, excuse-moi. Vincent. Mais écoute, oui, comme tu dis, on va forcément les prendre au sérieux. En demi-finale, ils ont joué crânement leur chance, les Harlequins. On a bien vu qu'à Bordeaux, ils ont pris le match par le bon bout, ils ont vite mené 14-0. Ce qui a été une avance qui a été au final décisive, puisque malheureusement, Bordeaux, c'est cruel, manque à qualification sur un coup de pied d'Hippo-Lucu qui avait été très bon jusqu'à présent. Donc je crois que Toulousain, oui, auront à cœur de venger les Bordelais et également de sortir un deuxième club anglais consécutivement après Exeter au tour précédent. Mais il va falloir être sérieux parce que contre Exeter, à la mi-temps, malgré tout, on n'était pas serein, l'écart n'était pas encore fait. Et à la seconde mi-temps, écoutez, les Indiens ont perdu leur plume, on a pris leur scalp et après ça a déroulé. Une fois que le Stade Toulousain prend le score, c'est un peu comme les Blacks, ils jouent libérés, ils sont en pleine confiance et après c'est une marée qui s'abat. Mais non, je pense que le Stade Toulousain, comme vous l'avez dit, l'expérience des phases finales de Coupe d'Europe, également du Championnat de France, donc ils savent comment gérer ces matchs-là et je suis confiant, ils sauront faire ce qu'il faut pour aller au bout. Je vais donner la compo quand même rapidement des Harlequins avec Finn Baxter, Jack Walker, Will Collier,
Ern Herbst, Stephen Lewis, Chandler Cunningham-South, Will Evans, Alex Dombrandt, la charnière d'Annika Marcus Smith aux ailes, Cadan Murley et Luis Laina au centre du terrain, André Sterhuizen et Luke Northmore à l'arrière, Tyrone Green, les remplaçants Sam Riley, Joe Marler, Simon Kerrod, George Hammond, James Chisholm, Will Porter, Jarrod Evans et Oscar Bird. C'est vrai que comme ça, nom par nom, Philippe Sanguero, c'est sûr que c'est moins clinquant. Mais est-ce que c'est quand même un danger? Bien sûr. Alors tu demandes quel est le statut, faire valoir. Je trouve ça quand même très dur parce que ils nous ont quand même impressionné contre l'UBB. Ouais, mais on a l'habitude avec toi, mais c'est toujours un peu, je suis toujours un peu ébranlé. Mais plus sérieusement, c'est un outsider. C'est un réel outsider. Après, c'est vrai que un réel outsider. Nous ont montré réel outsider. Ouais, parce que honnêtement, ils nous ont vraiment surpris contre l'UBB parce qu'on pensait pas qu'ils tiennent le rythme. Cette équipe-là qui a pris 40 points à domicile face à Toulouse en phase de poule. Ben oui, mais malgré tout, je trouve qu'elle est montée en puissance. Je trouve qu'il y a des joueurs qui ont pris une place importante. Alors après, quel était le niveau de l'UBB sur ce match-là, on peut en débattre. Mais en tous les cas, ils ont vraiment pas volé leur place en demi-finale. Et donc, à ce compte-là, il faut faire table rase des matchs de poule. Moi, j'ai vu des fois le Stade Toulousain en poule mettre 70 points à domicile à des équipes et aller y perdre, notamment au Connacht. Enfin, c'est déjà arrivé. Donc là, c'est une nouvelle compétition qui a démarré. Honnêtement, si on doit parler en pourcentage, pour moi, c'est du 75-25 pour Toulouse. Mais ça reste un outsider qui peut faire valoir. 80-20, moi. Ouais, on peut débattre, mais en tous les cas, je pense qu'on aura un grand match de rugby parce que on a une équipe qui est quand même dans la philosophie de jeu sur ce qu'on a vu cette saison et particulièrement contre l'UBB, qui ressemble au Stade Toulousain et qui surtout a la capacité à être dans la production à outrance longtemps. Ça, contre l'UBB, ça nous a quand même surpris. Je me souviens qu'on en a débriefé avec Johan après. On pensait qu'ils allaient à la 60e exploser en vol. Et à la fin, ils lâchent pas et puis ils vont chercher le match. Rapidement, David Gérard, le curseur, tu le mets où, toi? 75-25 comme Philippe? Plus haut, plus bas en faveur du Stade Toulousain? Non. Moi, je vais être assez agressif, 95-5. Pour moi, si les Harlequins se gagnent, là, c'est les gènes toulonnais, là, c'est. Non. C'est que pour moi, les Harlequins, s'ils gagnent à Toulouse, c'est un exploit. C'est un des exploits de ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, les Harlequins, ils ont une faculté à mettre de la vitesse, du jeu, de la continuité. Mais nous, si les Français jouent à la française, avec un paquet d'avant très solide en conquête, très agressif, plus solide qu'eux, je les vois pas arriver à exister sur ce match-là. Il faudrait vraiment surpris en conquête. Ils m'ont surpris en conquête contre, notamment en mêlée fermée. Honnêtement, ça va être sérieux. Contre Bordeaux. La chance de Toulouse, c'est le turnover. Tu mets 95, 95% de victoire pour le Stade Toulousain, 5 pour l'Harlequins, Philippe 75-25. Et pour toi, Vincent, pour clôturer? Alors c'est pas 95C. Moi je vais dire 3 quarts pour Toulouse et 1 quart pour les Harlequins. Ouais, donc 75-25 comme Philippe Sanguero. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler du Qatar qui va mettre 1 milliard sur la table pour recevoir les finales de la Ligue des Nations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vous développe tout ça avec Philippe Sanguero. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby. On parle de la Champions Cup et de la Challenge Cup avec un instant le Stade Toulousain et dans quelques minutes l'ASM Clermont-Auvergne qu'on évoquera évidemment pour cette demi-finale face aux Sharks demain en intégralité sur Sud Radio, tous les rugby sur la radio du rugby. On va même parler, tiens, de la Ligue des Nations. C'est En Avant l'écho avec Philippe Sanguero. C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pote mort, rien ici. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Évidemment, on parle de rugby, mais on parle aussi de flouze, de simflouze, même si vous avez déjà joué aux Sims, de thunes, de ronds, d'euros ou de dollars. Mais là, pour le coup, on va parler de, la moula, exactement, Quentin Cavanis. Là, on va parler de moula. Alors là, il y en a beaucoup. Le Qatar qui pourrait mettre 1 milliard, sur la table pour recevoir les finales de la Ligue des Nations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Philippe Sanguero? Et je sais que c'est
C'est un sujet que tu as suivi depuis un petit moment. Mais d'abord, on va rappeler quand même la Ligue des Nations. Ça devrait se mettre en place très prochainement. C'est déjà validé. Mais alors, les contours de ce milliard sur la table, explique-nous. Alors, pour repréciser d'abord de quoi il s'agit, la Ligue des Nations, c'est cette Coupe du Monde des clubs. Donc, l'idée, c'est que tous les 4 ans, les phases finales du championnat de la Champions Cup de l'hémisphère nord avec les Sud-Africains, donc on peut plus appeler ça complètement l'hémisphère nord. Là, c'est la Ligue des Nations des nations. Là, c'est les nations. La Ligue des Nations. C'est la deuxième compétition. Pardon, je faisais la mauvaise interprétation. Donc c'est la fameuse Ligue des Nations. Donc c'est ces 8 pays qui vont se retrouver sur des phases finales. Pardon, parce que j'étais. On n'est pas en direct. Ah bon? Alors, je vais relancer. Alors, la Ligue des Nations, ça va être une compétition qui va avoir lieu pour remplacer les tournées. C'est une belle noyade. Pour remplacer les tournées, donc des tournées dans le nord et dans le sud. Je faisais la mauvaise explication. Mais qui va être remplacé et qui a vocation en effet, on en a déjà parlé, à créer une compétition entre les meilleures nations de la planète, qui viendrait, venir, créer une nouvelle compétition entre le tournoi destination et le Super Rugby et le Rugby Championship. Donc ça, c'est une volonté depuis longtemps. On le sait, le problème du rugby, c'est de trouver de nouvelles ressources économiques en jouant avec les calendriers. C'est pour ça que je me suis mélangé les pinceaux avec le sujet de l'EPCR. Et donc sur la Ligue des Nations, là, il y a une nouvelle qui est incroyable. C'est la nouvelle du Qatar, donc de mettre 1 million pour les 3 prochaines éditions pour accueillir du coup les finales et les 1 milliard sur les milliard. C'est ça qui est fou. C'est le milliard. C'est beaucoup d'argent, 1 milliard quand même. Ce serait, si je me trompe pas, 250. Alors, c'est le pays, donc le Qatar, qui promet environ 250 millions d'euros de retombées par édition. Donc, il y a 4, c'est tous les 2 ans. Donc, du coup, sur les 8 années, ça ferait 1 milliard au total. Alors, je pense qu'ils gonflent un poil les prix. Dans le rugby, on connaît un petit peu, on sait comment gonfler les prix, mais enfin, quand même, c'est colossal, parce que 250 millions par édition, c'est une Coupe du Monde, quoi, limite. Non, mais il faut se rendre compte des échelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'échelle de World Rugby, les bénéfices d'une Coupe du Monde, c'est moins de 200 millions par édition, tous les 4 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rugby mondial a ça pour vivre, puisque World Rugby ne fait pas de bénéfices, reverse ses résultats pour la cause du développement du rugby. Donc aujourd'hui, on parle d'une solution qui va amener plus que ce que rapportent les Coupes du Monde tous les 4 ans, tous les 2 ans. Donc ça peut complètement révolutionner le rugby. Donc il y a 2 questions qui se posent. Il y a une question philosophique, parce que dès que le Qatar intervient financièrement dans un sport, il y a plein de questionnements légitimes derrière, le soft power, etc., qui est très à la mode. Aujourd'hui, il faut quand même se dire que on a en plus de gros enjeux environnementaux, que le Qatar permet de régler une partie de cette question-là en n'étant pas tout à fait à mi-chemin, mais on sait que c'est un très gros... Et le Qatar est déjà dans le rugby, hein. Oui, alors il est déjà dans le rugby. Après, la vraie question, c'est, on a quand même en tête ces Coupes du Monde de foot avec des supporters payés. Bon, il y a quand même tout un tas de limites sur ce qu'on peut attendre quand on est un supporter de rugby et quand on a l'image de ce que représentent les fêtes autour des grands événements sportifs. Mais en tous les cas, moi je dis depuis très longtemps que le Qatar va jouer un rôle dans ce nouveau rugby, qui est devenu un rugby de fuseau horaire et plus un rugby d'hémisphère. On met souvent sur la table le sujet des enjeux environnementaux, et toutes les équipes aujourd'hui qui participent, les Sud-Africains qui participent à la Champions Cup et des nations du Sud, quand elles viennent, elles font des stops au Qatar. C'est un très gros hub. Donc aujourd'hui, le Qatar est un point de passage de toute façon pour tous les acteurs du rugby. Et donc aujourd'hui, est-ce que c'est raisonnable et est-ce que l'économie du rugby justifie de donner 1 milliard d'euros de façon intrinsèque? La réponse est non. Donc il y a autre chose derrière en termes d'attente de la part du Qatar. Il y a un enjeu de volonté de préempter un nouveau sport.
Et bien sûr, et Philippe quand même pour que tout le monde ait les mêmes clés. Donc ce sera à partir de 2026, une année sur 2 ensuite. Le Qatar qui recevrait les 3 jours de compétition, donc il y aurait des matchs de classement et la finale donc de la Ligue des Nations. Vous savez, cette Ligue des Nations, elle va remplacer les tournées estivales dans le sud et les tournées d'automne dans le nord. Voilà, on aura une sorte de Ligue des Nations comme on a connu en fait avec le football. Hein. Terminer les matchs amicaux, on serait totalement sur une Ligue des Nations, ce qui est ma foi pas inintéressant. Mais là, c'est sur ces 3 jours-là. Le Qatar estime pouvoir calculer 250 millions de retombées par édition. Ça me paraît quand même absolument hallucinant. Alors non, mais ça n'a aucune réalité économique. Non. Oui, voilà. Ça n'a aucune réalité économique. Aujourd'hui, on connaît les droits télé du rugby. On sait ce que peut générer un tel événement à l'échelle de la planète. On sait ce que peut générer l'engouement du public. Et on peut mesurer en termes de retombées économiques directes ce que ça va représenter pour le pays. On est à des années-lumière de ça. C'est la volonté de préempter ce sport avec un danger quand même, parce que cette Ligue des Nations, elle m'interpelle, parce que si c'est un très bon produit, si elle joue son rôle avec ces 10 meilleures nations du monde ou les 8, enfin les contours sont affinés. Mais si c'est bien traité, ça devient un concurrent direct des Coupes du Monde. Et comment tu gardes ton attrait pour une Coupe du Monde qui a lieu à cheval tous les 2 ans avec cette compétition-là? Et donc c'est compliqué parce que tu peux pas la traiter au rabais, surtout en plus si tu fais des annonces comme ça et que le Qatar met les moyens, c'est pour avoir un événement qui a une dimension planétaire. Et à la fois, après géographiquement, le Qatar ça a du sens. Hein. C'est à mi-chemin, voilà. Enfin, c'est pas à mi-chemin exactement, mais c'est quand même plutôt géographiquement sensé. David, tu voulais revenir. Bon, évidemment, les chiffres sont un petit peu utopistes, je pense, mais on sera pas loin de ça. On sera très loin de ça. On sera pas loin de ça. Pas loin de ça. Oui, c'est ça. Ça me paraît extraordinaire. Ils annoncent entre 200 et 250 millions tous les 2 ans, donc oui, on sera pas loin de ça. Ce qui est bien avec cette Ligue des Nations, c'est que ça va redonner du sens aux tournées d'été et à ces tests d'automne qui sont souvent, je vais pas dire des mascarades, mais pas loin. T'as aucune des grandes équipes qui alignent à chaque fois son meilleur 15. T'as un coup des nordistes qui sont à fond la caisse parce qu'ils sont en plein championnat ou à fin de championnat, des sudistes qui sont à la traîne parce qu'eux ils ont fini depuis déjà 2 mois. Et puis après c'est l'inverse. On est si tu veux en train de se dire, voilà, on va avoir une ligue avec les meilleures nations du monde qui va pouvoir faire des matchs officiels entre guillemets pour jouer quelque chose. Maintenant, il est dit aussi par les Qataris que cette manne financière serait redistribuée aux 10 nations, alors que la Ligue des Nations, ça sera géré, et c'est une idée de World Rugby à la base. Donc, non, mais ça, c'est pas possible. Eh ben, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, je sais, mais toi, c'est pas possible. Exemple, toi, David, on le rappelle, t'es sélectionneur de la Roumanie. World Rugby, quand il y a de l'argent, la Roumanie en reçoit. Là, dans ce cadre de la Ligue des Nations, tu as peur qu'il n'y ait pas un copec pour la Roumanie, par exemple? C'est impossible. Ah non, mais ils disent aujourd'hui ce qu'ils veulent, c'est les 6 équipes du tournoi Destination, plus les 4 sudistes, parce qu'on peut inviter l'Argentine dedans. Un invité au ranking. De 2 invités, il parle. De 2. Il parle du Japon et il parle en ce moment des Fidjiens. Ça veut dire que ces 12 nations-là, pour certaines, sont déjà quand même font partie des nations les plus solides. Alors je te dirais pas riches, parce que certaines ne sont pas si riches que ça. Mais on va dire que c'est eux qui ont les plus grosses bases. T'as qu'à regarder le ranking mondial, les plus grosses bases, elles sont devant. Et à l'arrivée, tu vas rendre encore plus solide et tu vas aider ce rugby-là. Mais par contre, les autres rugby, ben, ils vont encore disparaître. Hein. Tu vois, on a toujours ce fameux débat. C'est pas l'objet, et honnêtement, c'est impossible, parce qu'en plus, les grandes nations en ont pris conscience. Aujourd'hui, un rugby fort à 10 nations au monde, ça n'a pas de sens. Donc, on est obligé d'être un peu collectif dans la vision. La crainte qu'il y ait un rugby encore plus à 2 vitesses peut être légitime. Oui. Mais il va falloir des. Non, mais elle est légitime, mais de toute façon, la porte d'entrée, c'est World Rugby. C'est World Rugby qui a les droits.
Donc in fine qui donne son accord ou pas. Donc après il y a des sociétés commerciales en dessous de tout ça qui font la promotion, qui gèrent l'économie autour. Mais ça se fait avec l'aval de World Rugby et c'est inentendable que le gâteau se partage en 10. Je comprends les Qataris parce que en fait la plupart de nos sujets ils se règlent avec des prize money. Bien sûr que si les équipes savent qu'elles ont 20 millions chacune à aller chercher, elles vont mettre leur plus grosse équipe et ça va être un super spectacle. Mais ça peut pas être ça la philosophie finale. Il faut bien sûr qu'une partie importante aille à ces équipes-là qui créent le spectacle et qui créent l'économie, mais qu'il y ait une redistribution égale pour contribuer à accompagner le développement des nations du deuxième rang et du troisième rang. Alors, j'ouvre aussi une partie débat avec vous deux et avec vous tous en studio et au 0826 300 300. Le choix du Qatar comme lieu, évidemment le Qatar veut recevoir donc cette phase finale de la Ligue des Nations. Est-ce qu'on n'a pas la crainte de perdre un petit peu le sel de ce sport, la convivialité, l'esprit rugby, la fête qui est parfois associée à l'alcool, qu'on vous conseille toujours de consommer avec modération, bien évidemment, mais le rugby a une ambiance particulière, une façon de célébrer qui est quand même assez particulière dans un pays où la fête ne se conjugue pas exactement de la même façon qu'en Irlande, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte de deux mondes pas faciles à associer quand même, Quentin Cabanis? Je sais pas, parce que si on fait le parallèle, on avait peut-être les mêmes craintes sur la Coupe du Monde de foot et au final ça s'est très bien passé. Donc on peut imaginer que ça se passe pareil, puisque quand même les gens du rugby sont quand même des gens très respectueux, donc il y a pas de raison pour moi que ça se passe mal. Après, c'est plus pour les déplacements de supporters, etc. J'ai plus de doutes parce que c'est pas un pays où va y avoir déjà une fan base sur place, et c'est peut-être là que c'est peut-être un peu plus surprenant comme choix, parce que c'est pas un pays où on sait que déjà il y aura un nombre de supporters acquis. Il y a la France en finale de la Ligue des Nations. Tu y vas, mais on te dit par contre derrière tu fais pas la fête. Tu fais pas la fête. Tu vas au match, tu rentres à l'hôtel, quoi. Est-ce que pour toi ça perd de la valeur? Oui. Bah si tu peux pas célébrer, oui, mais je pense pas que ça se passera comme ça. Philippe Spanghero. David d'abord. Tiens, David, toi. Non, tu changeras pas une vision en fait, parce que là on va se battre contre des us et coutumes. Comment tu veux changer ça? Ça a été une problématique au football aussi. Je dis juste qu'il va falloir accepter de perdre ça, quoi. On pourra pas. Moi, ce qui me fait le plus peur moi, ce qui me fait le plus peur dans tout ça, les garçons, c'est que imaginez que les pays susnommés ont besoin de cet argent, parce que certaines fédérations en ont besoin, et qu'avec World Rugby, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Qui te dit que ces nations vont pas dire, écoutez, vous savez quoi, votre Ligue des Nations, on va monter un championnat parallèle. Il vous dit qu'à un moment donné, avec l'attrait de l'argent et le besoin qu'ont toutes ces nations, à un moment donné, il va pas se passer quelque chose dans ce genre-là, parce qu'on va y arriver. Après, le lieu, mais bien sûr on peut s'y poser 8 milliards de questions. Oui, tu ne peux pas faire la fête comme tu veux. Oui, tu ne peux pas te balader dans la rue avec qui tu veux. Oui, tu ne peux pas, tu es dans des stades climatisés. Est-ce que c'est le rugby, ça? Est-ce que c'est nous? Nous, c'est pas ça, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Mais par contre, l'argent, oui. L'argent te fait réfléchir et te fait poser des questions. Il y a à la fois une sorte de petit conflit culturel à imaginer, Philippe Spanghero, mais de l'autre côté, quand tu regardes la main gauche, tu te dis on a besoin de cet argent dans le rugby, quoi. C'est un petit peu ça. Mais tu sais, le conflit culturel, il a déjà été réglé lors de cette Coupe du Monde de foot. Il y a eu la fête autour, il y a eu l'alcool, il y a eu ces questions, même. C'est vraiment les mêmes supporters là? Est-ce que c'est la même ambiance? Mais quelque part, si tu veux, ça amène les mêmes questions. Un stade sans beau dégâts, moi ça m'embête. Ça m'embête, un stade sans beau dégâts, honnêtement. Je comprends, mais en même temps, il y a un paquet de grands stades européens où il n'y a pas de beaux dégâts dans le stade. Il y a des trucs autour, donc je me pose la question. En tous les cas, c'est vrai que là, ils ont tué le match financièrement s'ils vont au bout, parce que ça te révolutionne l'économie du rugby. Si bien sûr World Rugby arrive à s'entendre avec ces nations et que ses revenus vont au développement du rugby. On parlait des moyennes de la Roumanie tout à l'heure avec David Orantène. Si la Roumanie a 1 million de budget de plus par an, ça leur change la vie à leur échelle. Si en tout World Rugby dit 200 millions par an, il y en a 100 millions qui sont à partager entre les nations qui créent l'économie, ce qui est déjà monstrueux, et les 100 autres millions, ils vont au développement du rugby de façon homogène. Mais on révolutionne le modèle. Donc c'est très compliqué dans la balance de mettre le sujet de les supporters feront moins la fête, même si c'est l'essence même de notre sport, et je comprends ça.
Évidemment, et il y aura encore beaucoup de discussions et on suivra le sujet, comme vous le savez, sur Sud Radio. On est toujours très au fait, grâce à Philippe, de tous ces sujets-là de gouvernance mondiale. Ouais, sauf quand ils confondent de compétition pour parler d'économie. Quoi. On supprimera ça au montage. Ah, on est en direct, pardon. Tiens, sur Sud Radio, on va vous offrir encore un maillot du Stade Toulousain, un ballon pour bien jouer. C'est très simple. Il faut appeler le 0826 300 300. Mais avec la bonne réponse, il faut trouver le joueur que je souhaite mentionner. Je suis né à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et j'ai joué aux Blues d'Auckland, donc en Nouvelle-Zélande. Ensuite, j'ai joué aux Hurricanes, à Waikato, au Connacht, et je suis depuis 2018 un joueur du Stade Toulousain. Voilà. Je l'ai. J'espère que tu le gardes. Né à Auckland, mais je joue pour les Tonga. Au niveau international. Et donc joueur du Stade Toulousain depuis 2018, il sera titulaire face aux Harlequins dimanche. Si vous avez le nom 0826 300 300, vous appelez, le premier qui appelle remporte le maillot et le ballon du Stade Toulousain. Dans un instant, on parle de l'ASM. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. On avait lancé un petit jeu pour remporter le maillot et le ballon du Stade Toulousain, et on va tout de suite dans le Comminges. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à tout le monde. Vous nous appelez de Saint-Gaudens, de quel coin Jean-Louis? Non, un tout petit village, ça s'appelle Saint-André, à côté d'Aurignac, un tout petit village. Bon alors Jean-Louis, quel est le joueur auquel je faisais référence? Pita Aki. Ouais, c'est gagné Jean-Louis, c'est gagné, c'est pour vous. Le maillot du Stade Toulousain et le ballon du Stade Toulousain, c'est Sud Radio qui offre, on est très heureux de vous offrir ça. Jean-Louis, merci d'écouter Sud Radio Rugby. Je suis vraiment heureux parce que j'ai joué la semaine passée pour le premier essai de Toulouse et j'étais trop court. Aïe. Bah là, cette fois-ci, c'est gagné. Jean-Louis. Merci d'écouter. Vous en parlerez en off avec Alex Priam, il est souvent trop court aussi. Oh là, c'est pas vrai. Mais bon, de toute façon, c'est parole contre fais parole. Pas le mec trop long. Fais pas le mec trop long. Arrête. Bon, merci Jean-Louis d'avoir été avec nous. Merci d'écouter. Qu'est-ce qu'il a lui là, Antoine Mazar, coupez le micro. T'as pas la passe merci d'écouter Sud Radio Rugby, Jean-Louis, et on vous envoie ça tout de suite du côté donc du Comminges. On va prendre toutes vos coordonnées. On va parler un petit peu de l'ASM Clermont-Auvergne, notamment avec cette demi-finale face aux Sharks demain en Challenge Cup. Clermont peut-il sauver sa saison avec la Challenge Cup? C'est la question qu'on se pose. On accueille Jean-Claude Demey, le président de l'amicale des supporters montferrandais. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio Jean-Claude. Alors ma question est simple, est-ce que Clermont peut sauver sa saison avec la Challenge Cup? Je dirais non, moi. Bon, si elle est gagnée, ça fera une ligne de plus sur le palmarès, c'est certain, mais on va pas terminer dans le top 6, ce qui était le but avoué des dirigeants et joueurs. Donc, ne pas faire partie des 6, c'est une saison ratée. C'est une saison ratée. C'est même pas un lot de consolation, la Challenge Cup? Si, ça sera un lot de consolation. Comme je vous dis, ça fera une ligne sur le palmarès, une ligne supplémentaire. Ça sera une maigre consolation. Une maigre consolation. Parce que l'ASM a toujours été une équipe ambitieuse et là, on est loin de nos ambitions. Comment on l'explique ça, Jean-Claude Demey? Comment on l'explique on a malheureusement, vu la masse salariale et tout, on a un effectif moins riche que les années précédentes. On a donc des joueurs de second plan. Donc tout cela fait que c'est trop difficile de rivaliser avec les grosses écuries qui sont en tête du championnat. Hein. Il nous reste 2 minutes, Philippe Manguero et David Gérard, très rapidement. Seulement 2 minutes. Philippe, est-ce qu'on comprend la réaction de Jean-Claude Demey, le président de l'amicale des supporters montferrandais, Philippe? Oui, très bien. Cette histoire, ce club a une grande histoire quand même avec cette compétition, et la plus grande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même s'il y a de belles équipes qui jouent la deuxième compétition, ça reste une deuxième compétition et les supporters clermontois étaient habitués à autre chose. Donc oui, je la comprends très bien. Après, c'est sûr que cette compétition, elle s'est densifiée, que ce serait quand même significatif si l'ASM allait chercher ce titre, mais je comprends très bien.
Ouais, ce serait quand même, voilà, oui, comme le dit Jean-Claude, une belle ligne sur le palmarès. David Gérard, très rapidement, est-ce que ça peut sauver la saison de Clermont, ou tu es d'accord avec le président de l'amicale des supporters montferrandais? De toute façon, c'est une mauvaise saison. Non, c'est une mauvaise saison et je les comprends et je comprends leur déception. C'est une saison vraiment à deux vitesses et le problème c'est que quand ils ont joué à leur niveau, on peut le compter sur les doigts de la main, en tout cas cette année. Et c'est ça qui est dommage parce que malgré tout, il y a un effectif plutôt de qualité. Alors de là à être dans les 6, compliqué. Surtout avec un nouveau staff et tout, il faut laisser du temps, mais voilà, c'est Clermont reste Clermont. C'est une des meilleures équipes de notre championnat et c'est un exemple pour tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend tous mieux de l'ASM. Face aux Sharks de Ebenezebet, de Ox Che, de Bonambi, de Mapimpi, de Luca Newham, de Werner Koch, voilà, qui seront tous titulaires demain face à Clermont en Angleterre au Twickenham Stoop. On met où le curseur là? Moi je mets honnêtement 50-50 entre les deux équipes. Jean-Claude Demey. Oui, 50-50, je suis tout à fait d'accord. Bon, je sais que l'ASM va faire un gros match, comme contre l'Ulster, comme le week-end dernier contre le Stade Français. Oui, les joueurs ont envie de la gagner, cette coupe, donc ça va faire, ils vont faire un gros match. Bon, et en face, comme vous venez de l'énoncer, il y a une grosse équipe aussi, donc moi du 50-50. 50-50. Oui. Pour Jean-Claude Demey, Philippe Spanghero et David Gérard. Très rapidement, je veux juste votre chiffre, votre balance. David? Pareil, je suis sur un 50-50. Stade pratiquement vide, pas d'ambiance. 50-50. Ouais. Moi, un petit 55 quand même pour les Sharks parce que l'équipe va être vraiment solide. Ce serait une très belle performance de l'ASM de renverser cette équipe. Et on sera évidemment sur Sud Radio demain pour suivre et vous faire vivre cette rencontre dès 13h30 sur Sud Radio pour le coup d'envoi de Clermont sur la pelouse du Twickenham Stoop face aux Sharks en demi-finale de Challenge Cup. Très très belle soirée à tous. Merci Jean-Claude Demey d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Bon courage demain et puis David Gérard et Philippe Spanghero vous retrouvent tout le week-end évidemment. Belle soirée.